lundi matin, lundi soir, on est heureux de recevoir Leslie Kaplan et Nathalie Quintane. Au-delà des raisons qui auraient pu de toute façon nous amener à vous rencontrer l'une et l'autre, on vous reçoit pour ce livre Contre la littérature politique auquel vous avez participé et qui sort le 19 janvier aux éditions de La Fabrique. Alors ce titre qui peut peut-être sembler à contre-courant ou provocateur peut aussi peut-être soulager ou sembler un peu une évidence parce que c'est ce que dit sa présentation. Cette association des mots littérature et politique, elle est un peu partout. Et en fait, c'est à contre-courant de ça ou pour questionner ça ou pour y remettre de l'attention que La Fabrique a lancé un peu sinon ce collectif, en tout cas cette invitation pour vous deux, mais aussi Pierre Alféry, dont ça a été le dernier texte, Tanguy Viel, Antoine Volodine et Louisa Yousfi, de revenir un petit peu à ce que pourrait être cette tension entre littérature et politique. Et ce livre est aussi mis justement en écho, en continuité avec un livre qui était sorti en 2011 aux éditions de La Fabrique, Toi aussi tu as des armes, qui mettait plutôt l'accent justement sur la possibilité politique de la littérature, tout en questionnant, et il me semble qu'on verra peut-être ce que vous en pensez, mais qu'en fait il y a peut-être une continuité entre les deux plus qu'une rupture, puisque même si le monde a changé de ce point de vue-là, si cette association entre littérature et politique a quelque chose qui est devenu un petit peu de l'ordre de la fausse évidence, ça semblerait une évidence que voilà, la littérature se doit d'être politique et on ne sait pas forcément comment, et c'est peut-être ce comment qui va nous intéresser. Déjà dans le premier livre, Toi aussi tu as des armes, c'était des questions aussi de forme ou de comment on fait de la littérature qui étaient quand même au centre. Bon, on reprend un peu à nouveau frais cette question et la question, toutes les associations qui vont avec, la littérature engagée, d'idées ou pas, pour peut-être un petit peu les défaire, en tout cas les repenser. Et peut-être dans un premier temps, ma question ça aurait été justement un petit peu en écho à ce titre, pour vous deux, s'il y a une littérature politique contre laquelle vous écrivez ou vous pensez ou qui vous servirait justement un petit peu de repoussoir ou d'anti, parce que ça devrait pas être cette littérature politique. Bon, en fait, moi, cette histoire de contre la littérature politique, ça m'a fait penser, d'ailleurs je l'ai cité dans ce que j'ai écrit, à ce qu'a dit il y a déjà un moment Jean-Luc Godard, qui a dit que pour lui il fallait faire politiquement du cinéma et pas du cinéma politique. Bon, en fait c'est vraiment ce que je pense de la façon dont j'aimerais faire de la littérature, où j'aime lire la littérature, c'est-à-dire en tous les cas en faire politiquement et pas de la littérature politique. Pour moi ça veut dire pas une littérature qui assène de façon dogmatique un certain nombre d'idées, mais essayer de trouver une littérature qui fasse autre chose, justement, alors là, il faudrait parler de qu'est-ce que c'est à ce moment-là, pour moi, disons, une littérature qui m'intéresse, mais en tous les cas, c'est une littérature qui suscite la rencontre avec un lecteur, c'est-à-dire qui puisse permettre de penser avec le livre. Alors, si c'est moi qui l'écris, avec lequel j'écris, ou j'ai écrit, ou alors de penser avec les livres que j'ai lus et qui m'ont paru mettons lumineux ou bon, etc. C'est-à-dire c'est cette histoire aussi de faire politiquement de la littérature, c'est faire des livres qui permettent de penser avec eux. Alors il y a des livres avec lesquels on veut absolument pas penser, on veut pas, ça ne produit aucun effet, on pense peut-être même contre eux, alors là c'est peut-être un début de quelque chose, mais en tous les cas, et ça je pense que ça a à voir avec le fait que le politique c'est quelque chose de finalement qui traverse, à mon avis en tous les cas, tout.
bon, qui traverse le langage, qui traverse la vie de n'importe quel être humain. Et après, Nathalie, bien sûr, je laisse la parole, mais ça serait quoi en faire faussement, en fait? C'est peut-être ça mon idée, parce qu'on va revenir beaucoup sur ce qu'on peut faire, où le politique se loge, ou enfin, ce qu'on peut imaginer pour chacune, mais faire faussement, sans désigner forcément tel ou tel, mais faire faussement de la littérature politique, ça serait quoi pour vous? L'idée, vous disiez littérature pour moi, ce serait de faire, très franchement, si on peut y aller carrément, ce serait de faire un très mauvais livre. C'est-à-dire, ce serait un livre qui ferme, qui assomme le lecteur, qui lui donne des solutions, soi-disant, par exemple, ou évidemment qui aussi est un livre, alors là, dont le contenu serait réactionnaire, là, c'est peut-être même pas la peine d'en parler. Enfin, serait explicitement réactionnaire, mais le fait est que là, tout de suite, là, je l'ai pas sous la main. Bon, enfin, voilà. Mais c'est surtout des livres, qui n'ouvrent rien. Bon, et qui ne rencontre donc personne. Enfin bon, moi c'est comme ça que je le vois. Dans le livre, là, c'est pas vraiment un collectif, c'est plutôt une collection de personnes qui ont toutes écrit des textes en fait très différents. Il n'y a pas d'essai vraiment, à part peut-être un peu le texte de Tanguy Viel, qui prend la forme essayiste, donc tout de suite ça va vers quelque chose en effet d'un peu prédéterminé, où on va se prononcer en défense de ou contre, etc. Mais c'est le seul texte comme ça. Volodine, c'est un texte de fiction en fait, assez caractéristique de ce qu'il écrit. Donc tout est en fait laissé à la charge du lecteur. Si on veut comprendre l'implicite, le travail est du côté de celui qui lit et qui va pouvoir ou pas s'approprier le texte et en faire quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a Leslie, c'est une... Enfin, tu pourras en parler toi-même, c'est une série comme ça de questions qui arrivent comme ça par approches successives pour essayer de parler de tout ça. Moi, c'est une série de remarques qui font un petit peu l'inventaire aussi de certaines difficultés ou certains plutôt stéréotypes aussi auxquels on se heurte quand on entend associer comme ça littérature et politique. Et Louisa Yousfi, c'est une forme enfin j'y reviendrai peut-être, c'est une forme de ruse en fait tactique, puisqu'elle elle profite elle utilise une partie de l'Iliade, je crois, pour farcir le texte d'allusions à ce qui se passe en banlieue, etc. Et c'est comme ça un texte assez rusé. Et il me semble que l'association de tous ces textes qui sont stylistiquement différents, thématiquement, bon, évidemment, la question du politique est là, mais elle est tout le temps, si vous voulez, suggérée, sous-entendue, de biais. Et chaque texte la prend différemment, cette... Et c'est peut-être ça, en fait, comment dire, le point commun, ce qui nous lie à cette espèce d'assertion du titre sur laquelle on pourra revenir, contre la littérature politique. Ce qui nous lie, c'est ça, en fait, ce qui lie ces textes, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, c'est différemment adressé, différemment fait. Et que c'est assez peu de la forme assertive. Il y a assez peu de défense ou de contre ou d'enjeux vraiment prédéterminés. Donc ça reste en effet ouvert de ce fait. Oui, c'est pas un manifeste, et ça se présente pas du tout comme tel. C'est vrai que le terme de collection est le bon terme. C'est pas du tout. Il y a quelque chose qui joue dans la pluralité même de ces voix-là, et ça c'est et qui défend une sorte d'indirect et de décalage, justement. Et est-ce que ça vous semble être... Je pense à une phrase, je crois que c'est Angé Libert qui dit que la littérature ne parle jamais aussi bien du monde que quand elle n'en parle pas. Et qui finalement va à l'encontre de toute cette littérature qui a l'air alors là on est moins dans le politique ou la politique, mais si, au fond bien sûr, mais d'avoir un thème, quoi. Et là c'est l'idée que finalement on peut aborder, que le politique est peut-être mieux servi par de l'indirect, par du décalage. Est-ce que c'est des choses qui vous semblent une proposition de départ ou même pas forcément? Je sais plus qui parlait d'écrire de façon oblique. Je crois que c'est Antonio Cabucci, il y a longtemps. De façon oblique, oui. Mais bon, enfin, ça, il faut vraiment expliciter, parce que c'est quoi? C'est-à-dire qu'en tous les cas, ce qui est sûr, il me semble, c'est que c'est jamais le thème lui-même qui fait
enfin je sais pas, la proposition même, l'objet qu'on décrit, qu'on fait, ou les personnages, etc., on ne peut pas dire que c'est a priori un ou une autre chose qui fait que c'est politique. C'est-à-dire que ça peut être littéralement n'importe quoi, où on trouve, alors c'est ça qui devient intéressant, un point de vue ou un ton qui amène à penser, amène le lecteur à penser quelque chose de politique, avec lequel, évidemment, l'auteur, on est d'accord. Bon, je sais pas, je crois que c'est-à-dire, on peut écrire sur les grands ensembles des livres, évidemment, à la fois très bons ou très réactionnaires. Bon, je sais pas, je pense à ça, ou sur la guerre, ou sur l'amour, ou etc. C'est pas le sujet du livre qui va faire que la façon... qu'on peut adhérer à la façon politique dont le livre parle. Mais c'est pas non plus les idées exactement. Parce que c'est-à-dire, on pourrait se dire, ok, bon alors du coup, ok, on écrit sur les grands ensembles, on écrit plutôt en gauchissant. Mais c'est pas la question, justement. Enfin, on est au-delà de la question du propos. Oui, c'est ça. Enfin, il me semble. Alors... Je sais pas si c'est... comment dire c'est pas une proposition modeste, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais il me semble que on n'en a pas encore parlé, mais dans la petite galaxie des livres qui vont sortir là au mois de janvier sur ce thème-là de la littérature et de la politique, donc il y a un livre chez Divergence, littérature et révolution. Il y a le livre de Sandra Lucbert chez Amsterdam, Des faire voir, sous-titré littérature et politique. Il y a le livre qui sortira Terre de feu, je crois que ça s'appelle, qui s'appelle Littérature Molotov, non ? Voilà. Donc c'est littérature et révolution, littérature Molotov, littérature et politique. Il y a une forme quand même de, comment dire, de montée au ciel, bien entendu, hein, mais une forme de qui se pose là, qui va vers quand même pour avoir lu un petit peu ces textes, c'est vrai qu'il y a une forme d'injonction ou de quelquefois de ce qu'il s'agit de faire, ça prend un peu cette forme-là, et il me semble que si ce livre-là se distingue, c'est pas forcément par le décalage, parce que ça parle quand même assez directement de politique au fond, hein, mais c'est par peut-être le fait d'essayer de ne pas trop imposer un discours qui aurait tendance à avoir des penchants un peu autoritaires au fond, pour lâcher un mot un peu gros, et de donner comme ça un programme, enfin d'insister sur le fait que là maintenant il s'agit de se retrousser les manches, d'aller au charbon sérieusement, hein, pas comme les autres sous-entendus, et d'avoir une espèce de schéma directeur, voire directif, qui donnerait des repères. Voilà, parce que il me semble aussi que s'il y a toute cette espèce de petit groupe là de livres sur ce thème-là, c'est parce que je suppose, en fait j'en sais rien, mais il y aurait peut-être en tout cas dans la tête des auteurs qui réfléchissent à tout ça, l'idée qu'il y a une attente. Alors, de la part de qui? Alors, sans doute à ceux à qui c'est adressé, les lecteurs qui sont à la fois militants ou un peu activistes ou intéressés par la politique. Alors bon, c'est quelque chose qu'on prête à ce public-là, à ce lectorat qui est espéré, je suppose. Est-ce que c'est réellement une vraie attente? Donnez-nous des idées. Un truc là, je ne sais plus qui, non, c'est pas Benjamin parlait de mécénat idéologique. Est-ce que c'est ça qui est attendu? En tout cas, c'est ça qu'on a l'impression de sentir dans le voilà, hein. Après, bon, je ne sais pas si c'est aux militants de répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y a une telle attente et un tel espoir de la part des militants vers la littérature? Je ne sais pas. Moi, j'ai un peu des doutes, hein, mais après... Moi, ça me fait penser à quelque chose dont tu parles, mais pas de la même façon. C'est un copain poète qui disait que le pire mot de la langue française, c'était donc, avec tout ce qui contenait de morgue fascisante, quoi, et que le plus beau, c'était comme, avec tout ce qu'il ouvrait comme possible, quoi. Et c'est sans doute un peu exagéré, mais ceci dit, c'est vrai que je me suis toujours méfié du mot donc, quoi, et que tu parles dans
texte comme ça t'amuse quand Balzac dit c'est pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas un... Il y a une attente de clarification, d'explication, ce que je peux comprendre. Hein. Et je ne suis pas du tout à sous-entendre que la littérature doit absolument être ésotérique et obscure. C'est pas ça le propos. Mais je pense que là, il y a des choses à... Non, on n'a pas de solution. Et la poésie, c'est une affaire d'ignorance, pas de savoir. Pas de savoir comme ça. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi une attente un peu de l'époque, je parle fort parce que les micros sont loin, une attente de l'époque, c'est-à-dire que là on est dans une situation où politiquement on a peut-être chacun le sentiment intérieurement que tout s'effondre, s'effrite, ou en tout cas qu'on a pris sur très très peu de choses. Et il y a quand même cette scission on va dire, de la littérature et de la politique. Enfin, normalement, la politique, c'est le très raisonnable, le machin pris sur le monde, espèce d'objet extérieur pénible contre lequel on lutte, etc. Et la littérature qui a à voir plus avec le sensible, l'expérience du monde, etc. Et moi, j'ai l'impression que dans cette espèce d'attente de par la littérature, dans le fond, c'est moins attendre des écrivains, des poètes, etc., qui trouvent les solutions, les clés aux problèmes qui nous font face, qu'une manière de vouloir voir se résorber cette distinction entre politique, à savoir avoir prise sur le monde, et sensible, à savoir percevoir le monde, quoi. Est-ce que c'est pas ça l'attente qu'il y a, et qui nous dit on peut pas peser sur vos épaules à vous, mais je sais pas bien. Ouais. Enfin, moi, je ne le verrais pas vraiment tout à fait comme ça, parce qu'il me semble que, pour moi, la littérature, c'est une façon de penser. Bon. C'est-à-dire que c'est une façon d'expérimenter, donc la pensée, puisque c'est un livre, du possible. C'est-à-dire, certainement, c'est une façon d'aller contre le fait que c'est comme ça et pas autrement. Donc à ce niveau-là, le naturalisme, comme on dit, ou la réalité, c'est la seule chose possible. Bon, c'est la seule, parce que ça existe, c'est forcément la seule chose possible. Et il me semble que la littérature permet, et pour moi c'est peut-être ce qu'elle a de politiquement très très vivant, réellement de faire une expérience d'autre chose, d'un possible. Bon. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, c'est vrai que ça, c'est du côté, carrément, et bien sûr, d'une forme de fiction. Alors, mais la fiction, il y en a 36 milliards. Bon, enfin, il n'y a pas une façon de faire de la fiction. Il y en a autant qu'il y a de gens qui ont envie d'écrire de la fiction. Bon. Et c'est ça, je crois que c'est vraiment... pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, et ça, pour moi, cette expérience du possible, qui donc implique le lecteur qui lit en même temps, c'est vraiment je ne sais pas comment dire, ce qui est politique dans la littérature. Oui, mais expérience du possible qui a complètement déserté la politique classique. Ouais. C'est pour ça qu'il y a aussi je pense que ce qu'il veut dire, c'est est-ce que plutôt que la littérature politique, est-ce que c'est pas possible, est-ce que finalement il n'y a pas une question il n'y a pas une politique littéraire, est-ce que c'est, tu vois, est-ce que finalement c'est pas dans l'autre sens que ça marche, quoi, est-ce qu'il n'y a pas plutôt on ne cherche pas plus une politique littéraire qu'une littérature politique, pour faire des trucs. Je pense que dans cette attente d'une autre forme d'explication ou d'explicitation du monde, il faut faire attention à elle est doublée par une attente de clarté, quoi, donc d'une langue plutôt simple, de témoignage direct, enfin tout le succès de la littérature dite de terrain, je sais pas, on pourrait y revenir, puisque du guillemets ou pas tournant anthropologique de la littérature, je pense que c'est plutôt un tournant littéraire des sciences humaines, mais enfin on pourrait y revenir. Et ça c'est un leurre, parce que la langue elle n'est pas transparente, quelle qu'elle soit, et c'est pas parce qu'on utilise des mots simples avec un sujet, un verbe et un complément qu'on va être plus simple. Si vous regardez la première phrase du livre d'Emmanuel Macron qui s'appelle Révolution, c'est une phrase à la fois simple et totalement incompréhensible. Pourtant, je serais incapable de vous la redire, ça ne veut rien dire. Mais pourtant, elle est simple, elle est claire, vous voyez, d'une certaine manière. Et il me semble qu'il y a
il y a, en ce moment, j'en sais rien, parce que je pense que ça date quand même d'il y a pas mal de temps, cette idée qu'on va pouvoir témoigner directement du monde, qu'on va pouvoir aller voir, même y compris les vrais gens, pour leur demander ce qu'ils pensent, etc. Retranscrire. Enfin, là, c'est pas retranscrire, c'est transcrire dans ce sens-là. Transcrire ce qu'ils disent, et que là, on aura ce qu'on n'est pas capable d'entendre sinon, quoi. Voilà, c'est ça. Et tous ces retours un peu qui font partie, me semble-t-il, sur un temps un peu plus long, d'une forme de restauration quand même dans les arts en général et en particulier dans la littérature. Et cette forme de restauration formelle, elle est à présent, enfin depuis quelques années, et heureusement sans doute équipée par un véritable une énergie militante, des choses importantes qui sont en train de se passer. J'y reviendrai pas, tout le monde voit ce que je veux dire, mais il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ce que cette énergie militante ne soit pas désamorcée au bout du compte, et en tout cas un peu éteinte par des formes qui me semblent parfois un peu trop classiques, un peu trop traditionnelles. Et il me semble que c'est l'un des écueils de pas mal de bouquins qui sortent, y compris des autobiographies de sociologues ou ce que vous voulez, peu importe les noms, j'ai pas de nom en tête, c'est pas une histoire de dire tel ou tel, ça va pas. C'est attention à ne pas éteindre le peu d'énergie qu'on a et de possibilités qu'on a, en utilisant une langue française qui est automatiquement et très souvent malheureusement scolarisée d'emblée, équipée de ce qu'on a appris à l'école et qui arrive comme ça de manière quasi automatique quand on commence à écrire. Et même quand on parle, évidemment, parce que là je suppose que là, quand on parle, évidemment, à un moment on va sortir des choses qui seront pas forcément très intéressantes et un peu téléguidées. Le problème, c'est que c'est aussi à l'écrit que ça se passe. Parce qu'on veut bien écrire, bien évidemment. Et bien écrire en France, c'est écrire comme à l'école. Je sais de quoi je parle. Oui, mais là-dessus, il n'y a pas vraiment... Par rapport à ça, évidemment, il n'y a pas, disons, de recette. Il n'y a pas non plus de... Enfin, je ne sais pas, c'est-à-dire... on peut toujours essayer de... Enfin, dire qu'il faut... Je trouve que c'est tout à fait juste, une langue transparente, comme tu dis, comme l'eau de roche, ou à peu près, c'est complètement endormant. Mais, bon, alors, là, c'est chaque écrivain, ou celui qui écrit, il est dans sa feuille, ou dans son ordinateur, et il faut qu'il invente. Bon, sinon, c'est pas intéressant, évidemment. Enfin, je sais pas, c'est... Mais... non, c'est-à-dire... Bon, je sais pas, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment passer ce qui s'écrit en ce moment par des écrivains. Bon, il faudrait bien sûr un peu regarder de près. Est-ce que c'est vraiment à ce point tout comme de l'eau de roche transparente, etc., etc. Enfin. Non, c'est pas ça, mais si tu veux... on en a parlé tout à l'heure. Oui. Y a eu ce moment, alors on revient un peu en arrière, je suis désolée, évidemment, on est vieille, donc il y a de trucs qui se sont passés avant. Il y a eu ce moment dit formaliste, expérimental des années, on pourrait remonter avant les années 60, parce que c'est les dernières avant-gardes, donc le lettrisme c'est les années 50, si je ne me trompe pas, même peut-être avant. Et il y a ce moment donc dit formaliste qui se pète la figure, on va dire au milieu des années 70, fin des années 70, parce qu'il y a toujours un effet au bout d'un moment, il y a toujours un effet aussi d'épuisement de la recherche formelle et du théoricisme de cette époque-là. Ça se fatigue, c'est ce moment-là où il y a les premiers livres d'Annie Ernaux, qui, elle le dit elle-même, veulent trancher avec ça, et on peut le comprendre, pour que ça se renouvelle, pour qu'il y ait quelque chose d'un peu frais, d'un peu différent. On peut prendre le contre-pied en utilisant une langue un peu plus claire, en n'étant pas tout le temps attaché à renouveler formellement, à faire de l'expérimentation, etc. Et donc là, ça s'ouvre avec elle, avec d'autres, vers quelque chose de plus directement intime. Bon. Et puis là, ça continue.
je pense qu'on est encore, mine de rien, et sans doute son succès contribue à asseoir ça un peu plus, mais pas seulement son succès, on est encore dans cette continuité du témoignage direct, avec des implications politiques évidemment, là direct aussi, et il me semble que c'est peut-être mon souhait, après j'espère que je ne suis pas toute seule à le souhaiter, ce serait triste, mais il me semble qu'on est dans un moment où ça serait pas mal d'essayer de ruser un peu plus, et je parlais du texte tout à l'heure de Louisa Yousfi. C'est un texte qui ruse, voilà, qui n'est pas seulement dans une espèce de rêve de stratégie ou même seulement de tactique, qu'elle soit locale ou pas, mais qui a trouvé une ruse. Alors on peut trouver qu'elle est simple, qu'elle est modeste, qu'elle est un peu élémentaire, mais elle marche. Elle marche. Et il me semble qu'il y aurait peut-être un moyen d'échapper à l'écueil un peu trop, on va dire, de toute façon expérimentale, plus personne n'en fait, donc laissons tomber, mais à cet écueil quand même de donner directement témoignage de l'événement ou témoignage de l'intime, de ce qui se passe ou de ce que vous voulez, pour aller vers des littératures réellement plus tactiques et que ça ne soit pas simplement une espèce de mot mana ou je sais pas quoi, où il faut être tactique, faut qu'il y ait des enjeux, faut qu'il y ait je sais pas quoi. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est un peu souvent programmatique, mais je le vois pas vraiment réalisé ou pas si, ou pas tellement réalisé, quoi. Mais on reste quand même dans l'idée, quand on dit tactique, quoi, que c'est une littérature utile. Alors, on parlait de formalisme tout à l'heure, mais c'est-à-dire quand même qu'il y a une action directe possible. Et pourquoi pas, mais est-ce que c'est pas par là que s'engouffre aussi toute une idée qu'il faut que ça agisse sur et donc que ça ait un objectif, quoi, aussi. Et c'est, enfin, on reparle je sais pas, moi, par exemple, j'ai lu il y a pas très longtemps un livre publié par Pewell, La Foudre, de Pierrick Bailly, je sais pas si tu l'as lu, ça m'a beaucoup plu, et à vrai dire, il s'agit d'un berger et d'une histoire d'amour complètement... Enfin, une grande histoire d'amour, et je ne vous raconte pas la suite parce que j'espère que vous le lirez. Bon, mais... et c'est complètement actuel, contemporain, c'est maintenant, et pour moi, c'est aussi complètement politique au sens où on a une vision des choses. Il crée un objet, bon... c'est vrai, qui est à la fois ce qu'il crée, l'objet qu'il crée, ce personnage, la montagne, le Jura, les chèvres, je crois, etc. Et en même temps, c'est complètement infini, ça peut exploser pour n'importe qui dans autre chose. Bon. Alors ça, pour moi, c'est un livre, c'est-à-dire c'est vraiment fini et infini. Bon, c'est-à-dire que ça se présente quand même comme un objet limité, mais en même temps, c'est beaucoup plus vaste. Et ça, pour moi, c'est pas une histoire particulièrement d'expérimentation. Bon, je pense qu'il a son style, c'est pas du tout son premier livre. Bon, à lui, que là, je serais bien incapable de décortiquer. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que comme ce que je pense d'être un bon livre, on est pris, on est dedans, on se questionne tout le temps, on se demande, etc., etc. C'est-à-dire que... On en fait quelque chose. On en fait quelque chose, absolument. Et il donne à penser avec son livre, sur le monde, ici, maintenant. Je pense que c'est ça le truc. Enfin là je dis ça parce que peut-être je sors du bouquin, mais voilà, c'est et donc alors c'est sûr que c'est pas écrit dans une langue totalement disons nulle, ou transparente, etc. Il trouve des façons de dire, de faire, etc. Qui sont c'est à la fois dans la langue et dans l'histoire quand même. Dans le décor, les personnages, comment ils montrent ça et comment ça résonne. Je trouve qu'il faut faire attention à ce qu'on peut comprendre, à cette demande d'efficacité en fait, de la littérature, mais pas seulement de la littérature, et de ce que ça mène tout de suite à faire quelque chose. Je me souviendrai toujours du mot qu'avait choisi François Fillon au moment des élections. Vous vous en souvenez, non? C'était faire. Donc,
J'avais mis cette affiche dans mes toilettes, parce que c'est là qu'on fait. En produit. Entre autres. Ouais. Bon, mais il y avait sans doute un peu ça derrière. Et alors, cette demande d'efficacité, en fait, je pense qu'on n'est pas obligé d'être aussi volontariste dans le... Il me semble pas que ce soit forcément justement très efficace d'être aussi volontariste. Comme tu le disais, il y a dans les livres, y compris pas forcément d'ailleurs dans les livres exceptionnels, ça peu importe, des moments, on peut s'en saisir. On peut s'en saisir de manière très concrète. Police partout, justice nulle part, c'est une phrase, j'y fais allusion dans le livre, qui a été un peu coupée des deux côtés, c'est une phrase de Victor Hugo. Bon, il n'a pas forcément prévu, quand il a écrit cette phrase-là, dans je ne sais pas quel livre d'ailleurs, je ne me souviens plus, que ça soit tagué partout et que ça soit sur les banderoles. Ça l'est, parce que les gens s'approprient. On n'a pas besoin de leur tendre la perche ou de leur dire « vas-y, je te fabrique un slogan ad hoc ». C'est comme ça que ça se passe en fait. L'important c'est la reprise. Qui le reprend, pour qui, dans quelles circonstances, c'est là, l'efficacité elle est là, elle est dans la reprise. Elle n'est pas forcément dans un truc qu'on va prévoir en se disant tiens je vais faire ça pour le peuple. Pour le peuple. Est-ce que je veux dire quoi C'est qui le peuple? C'est vous là? Je sais pas. Mais c'est vrai que vous en parlez de ça, de cette demande qui serait faite aux écrivains de faire des slogans. Et pourtant, c'est quand même pas ce qui manque. Les slogans inventifs, pour le coup, dans les manifs. Bah ouais. Voilà, de ce point de vue-là, il y a cette inventivité-là. C'est peut-être ailleurs que ça se situe. Finalement, dans les pubs aussi, il y a des slogans chouettes. Enfin, je veux dire. Ouais, mais l'important, c'est aussi qui les écrit mais bien sûr. Et qui les utilise. Mais je veux dire, la forme sloganique, elle est quand même aussi justement tellement elle se prête à tout. Qu'on peut espérer peut-être, et tant mieux si c'est repris et que ça marche, mais que la littérature elle se situe aussi ailleurs. Enfin, dans un autre temps aussi, peut-être, une autre durée, des décalages des égarements autres. Que ceux du slogan, peut-être aussi. On pourrait, c'est ce que propose Justine Hupp dans La littérature embarquée, qui est un très bon livre qui sort chez Amsterdam. J'en profite. Texte là-dessus, sur embarquez-vous. C'est ça. L'idée, c'est qu'on peut considérer, parce qu'il y a des discussions, je suppose, chez les universitaires, sur l'extension du mot littérature, de l'idée de littérature, ou du concept de littérature. Et là, oui, quand c'est repris comme ça, il y a une forme d'extension de ce qu'on peut entendre par littérature. Alors, peut-être que tu ne seras pas d'accord, je ne sais pas après. Parce que je pense qu'on est vraiment dans ce moment-là où il y a une tentative d'étendre le mot sans qu'il perde justement en tension et sans qu'il perde en délimitation, quoi. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est la manière dont c'est repris, dont les mots sont repris, dont les phrases sont retraitées, recoupées, ça s'appelle du montage. Le montage, c'est une opération littéraire. Et c'est là qu'on peut en effet dire que quiconque lit un livre peut s'emparer d'une phrase, la redélimiter, la poser ailleurs que dans un livre et en faire quelque chose de l'ordre d'une opération politique, pour le coup. Et il me semble que ça, c'est une ouverture qui fait sauter cette idée que, ah là là, la littérature, il faudrait qu'elle reprenne de l'importance, c'est la souveraineté de la littérature et tout ça. Non, on n'en a pas besoin. Je ne crois pas qu'on a besoin d'un retour à une forme de souveraineté de la littérature, ou du retour à l'écrivain avec un grand E ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment l'utilisation que tout le monde peut en avoir, que tous ceux qui, même sans d'ailleurs prendre ça dans un bouquin, qui là est une ouverture politique. Et si on revient sur cette littérature embarquée, qu'est-ce qu'elle entend par là justement? Parce qu'on voit bien que c'est une sorte de... C'est autre chose qu'engagé, en même temps ça fait embedded, quoi, donc ça fait justement prise dans le réel. Et ce qu'elle entend par le mot, c'est bon, d'abord évidemment c'est pour dégager l'engagement, enfin le mot engagement, mais c'est surtout que les écrivains sont comme tout le monde. C'est qu'ils ont eux aussi, ils sont immergés, évidemment. Enfin voilà, on a des déterminations sociales, tout ce que vous voulez, et qu'il faut en tenir compte, et qu'on ne peut qu'en tenir compte quand on se met à écrire. C'est ça qu'elle entend par là, très précisément, en utilisant cet adjectif. Et si on est embarqué comme ça, ou si on a cette extension de la littérature, à quel moment est-ce qu'on sort de la littérature, et est-ce qu'il peut aussi avoir quelque chose de politique dans le fait de sortir de la littérature ?
Donc ça veut dire sortir de la littérature. Ça veut dire, si la littérature elle s'étend comme ça, à quel moment est-ce qu'on n'y est plus et est-ce qu'il y a un geste qui consiste à en sortir? Alors ça c'est marrant, ça parce que ça serait vraiment un truc de... ça serait le retournement terrible de la chose, c'est-à-dire qu'à trop vouloir la modérer, elle deviendrait du coup une espèce de truc diffus partout et qui est complètement là et qui nous possède sans qu'on le sache. Et ça serait terrible parce que c'est pas son idée. Hein. Bah oui, du coup, si elle est nulle part, elle est partout. Oui, non, c'est pas son idée de la diluer en tout cas. Hein. Mais est-ce que on se perd pas un peu, si je peux me permettre, si on parle de la littérature et au lieu, moi je parlerais plutôt des livres. Bon, encore une fois, le livre c'est un objet. Bon, il est fabriqué par un homme, par une femme, par des hommes, par des femmes. Et quand même, la question c'est, bon, alors il trouve ou non moyen de circuler. Bon, en effet, c'est une vraie question. Mais il est quand même adressé. Il est adressé à des gens, évidemment aussi, pas évidemment, il peut être adressé à des gens très précis, mais il peut aussi être adressé à n'importe qui. Bon. Et ça, c'est quand même c'est un objet très particulier, ça. Bon, c'est quand même ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la littérature, elle n'existe pas en dehors des livres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, peut-être... Et par rapport à ça, la question de ce qui est du politique, c'est quand même comment se fait cette adresse, et alors en effet comment elle peut être retournée, récupérée et tout, mais d'abord comment elle se fait, comment le livre existe. Bon, je sens que c'est pas clair, parce que je le vois devant moi. Le livre, ça serait la différence avec quoi? J'y pense parce qu'en vous écoutant, je vois la scène, en fait. Je pense aussi à la mise en voix de certains de vos textes et à l'importance que ça a, et je me demande ce que le livre... Parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que c'est un objet fini, couvré sur l'infini, moi ça me parle beaucoup, et en même temps la scène, alors c'est presque un temps délimité, c'est fini aussi en espace, en temps, mais est-ce que c'est différent quand vous dites l'objet livre par exemple à la mise en voix qui parfois est une vraie découverte aussi des textes, en tout cas pour moi des textes lus. Non. Une lettre qu'on écrit à quelqu'un. Comment ? Il peut y avoir de la littérature dans une lettre qu'on écrit à quelqu'un. Ah mais bon, bien sûr, mais une lettre qu'on écrit à quelqu'un, elle s'adresse à cette personne. Alors sauf si après la personne, d'accord ou non, l'a fait circuler. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais dans un texto, il peut y avoir de la littérature. Ah mais bien sûr, why not? Bon. Mais d'ailleurs, il y a eu des tas de... Il me semble, en tous les cas, des livres composés de textos. En tous les cas, d'emails. Oui, je crois. Et quand tu écris les textes pour le théâtre, par exemple, qu'est-ce que tu peux dire de l'adresse à ce moment-là, de ces textes-là? J'ai écrit des textes pour le théâtre. En gros parce que des femmes que j'aimais beaucoup qui faisaient du théâtre me l'ont demandé. Elles ont d'abord demandé d'écrire des textes pour elles en tant que femmes qui soient ni des mères, ni des reines, ni disons simplement qu'est-ce que ça voulait dire. Donc j'ai écrit toute ma vie, j'étais une femme pour elles. Bon, voilà. Et puis après, l'adresse ça a été pour, alors tout bêtement pour les gens qui vont au théâtre, soyons clairs, c'est-à-dire évidemment pas n'importe qui, au point où on en est, mais quand même un peu n'importe qui aussi. Voilà. Et l'idée, c'est quand même que ça peut donner à penser, je reviens toujours à ça, ça peut éveiller, un mot un peu vieillot, mais utilisons-le quand même. Bon, ça peut susciter
quelque chose. Vous permettre de continuer, je crois que vous le dites quelque part, permettre de continuer à penser plutôt que s'évader, ou plutôt l'idée étant que la littérature ou le théâtre ne seraient pas des endroits pour ne plus penser, sortir d'eux, mais continuer. Ça c'est sûr, prolonger. C'est ça, c'est-à-dire la pensée intéressante pour moi, c'est certainement pas celle qui se met entre parenthèses ou qui s'évade ou enfin qui vit dans quelque chose. La fiction, c'est pas du tout un ailleurs qui irréel. Bon. Mais c'est en fait essayer de se confronter au monde, aux autres tels qu'ils sont, mais autrement. Alors autrement, ça peut être dans Louise elle est folle, deuxième pièce, il y a tout un truc sur les cafards. Manger un cafard, parce que un jeu télévisé, on demande de manger des cafards et celui qui en mange le plus a gagné le gros lot. Bon, là il y a tout un truc là-dessus. Bon, mais le cafard, ça renvoie aussi, entre parenthèses, à la métamorphose. Bon, etc., etc. Bon, c'est... Mais même si justement, alors oui, ça renvoie à Kafka et tout ça, mais il y a quelque chose que vous avez l'une comme l'autre et qui... Enfin, moi, c'est une question que je me pose et j'arrive pas à trouver une réponse satisfaisante, mais sur le rapport de l'humour et du politique, au sens très large, de la farce, du comique, l'importance que ça a. Pourquoi, si c'est sérieux, en fait, ça peut pas être... C'est mon sentiment, profondément politique. Il y a quelque chose de... Ouais, et je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est se prendre au sérieux qui colle pas? Est-ce que c'est l'esprit de sérieux au sens... Mais il y a quelque chose, et l'une comme l'autre, vous utilisez c'est la farce, le grotesque, pas juste de l'humour ou de l'esprit, mais toutes les ressources quand même de façon différente. Mais... Et ça me semble profondément lié, et je sais pas pourquoi. Pour moi, Kafka... Enfin, je continuerai, mais Kafka, qui est vraiment un écrivain politique par excellence, pour moi, il riait en lisant ses textes à son entourage. Bon, il se bidonnait en lisant La Métamorphose, alors que La Métamorphose, c'est pas absolument trop... Bon, c'est un peu terrible. Bon, on en a fait d'ailleurs un film d'horreur, etc. Bon, enfin, je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Mais je crois que l'esprit de sérieux, bon alors là du coup on revient à Sartre, mais c'est vrai que c'est l'arrogance, la maîtrise, etc. etc. Bon, enfin ça c'est sûr. Bon, c'est se prendre pour quelqu'un. C'est aussi le registre, c'est l'embarquement, il est là. C'est que si je prends le petit livre là, qui s'appelle « Que faire des classes moyennes », qui est ressorti il n'y a pas longtemps en poche, il était hors de question que j'écrive ce petit texte qui s'appelle « Que faire des classes moyennes », si j'étais pas moi-même partie prenante. Là, je voyais pas comment ça aurait été particulièrement indécent. Et par ailleurs, toutes les formes d'humour, y compris l'ironie, même s'il y a des soupçons là-dessus, peuvent être vraiment des armes critiques absolument, là pour le coup, assez efficaces. Bon, je cite souvent le texte de Swift qui proposait, la modeste proposition, qui proposait aux Irlandais qui mouraient de faim de manger leurs propres enfants. Et il me semble que là, il y a quelque chose de terriblement efficace pour le coup. Donc voilà, là-dessus, par ailleurs, c'est comment dire, c'est consubstantiel à la manière d'écrire la phrase. C'est pas de la littérature à gag ou je sais pas quoi. C'est vraiment dans la j'allais dire quasi dans la syntaxe même, dans la place d'une virgule. Enfin, je vais pas, ça c'est la cuisine et puis après tout on s'en fout un peu. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Ouais. Que l'humour est attaché à ça. Oui, c'est pas. C'est toujours pareil. C'est pas. C'est quand on écrit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme, donc c'est pas, on prévoit pas, tiens, là je vais mettre un truc qui va faire rigoler, et puis là après il va y avoir monsieur machin qui va arriver, et puis il aura un œil en moins, donc ce sera drôle, ce qui n'est pas drôle d'ailleurs, du tout. Et c'est pas ça, c'est que c'est vraiment dans la manière d'écrire. Et chez Swift et chez Rabelais et chez qui vous voulez, et pas de comparaison bien évidemment, c'est là aussi que ça se passe, quoi. J'ai une question, enfin j'ai plusieurs questions et des remarques, mais la question que j'aimerais poser, c'est une question de la liberté, la question de la liberté d'un écrivain, d'une écrivaine, de quelqu'un qui écrit par rapport au genre dans lequel ils écrivent, au sens où on peut avoir le sentiment que le genre dans lequel on écrit, je parle pas des genres féminins masculins, je parle des genres littéraires,
est très contraignant et en fait parfois même sert d'inconscient à la pratique de l'écriture. Et j'ai un exemple qui est ancien, mais c'est par exemple l'épopée. C'est très très difficile de faire une épopée qui ne soit pas quand même au fond en train de chanter les louanges d'une dynastie ou d'un empire et qui ne sert pas à idéologiser un processus historique de type impérial. Dans une thèse, quelqu'un disait ça à propos de Lucain qui avait essayé de faire une épopée plus populaire et en fait ça marchait pas trop. Du coup, ma question c'est comment on fait pour... parce qu'on parle beaucoup de l'idée d'ouvrir les possibles, d'ouvrir les possibilités, mais j'imagine que du coup ça implique de se battre ou de se confronter à ce que nécessairement produit de manière précise et déterminée le genre dans lequel on écrit. Par exemple, si on écrit du théâtre, d'une manière ou d'une autre, c'est dans une logique de la représentation, de la scène, une logique avec un public, une logique avec des acteurs qui endossent des rôles. Il y a quelque chose au fond, démocratique au sens électoral et représentatif dans la lutte qui passerait politiquement par le théâtre. Et donc, ma question, c'est comment par rapport à cette non-liberté qu'est le genre, qui est en fait assez contraignant, puisque historiquement, il vient exprimer quelque chose de la situation historique, un écrivain, une écrivaine peut créer du possible dans cette contrainte-là. Et la deuxième question qui vient après, et qui est liée à ça, et qui est liée au fait qu'au genre prédominant actuel, je ne sais pas lequel c'est, mais j'ai le sentiment qu'en termes d'articulation entre l'action politique, pas forcément de notre camp, mais et la littérature, il y a une sorte de... Il semble que le genre science-fictionnel, que la science-fiction, elle sert un peu de livre de chevet de plein de gens comme des grands capitalistes, comme Elon Musk, qui se représentent comme grands lecteurs de Ian Banks, la culture, de grandes sagas de science-fiction. Comme si c'était là qu'ils puisaient tout leur imaginaire directionnel pour la forme du capitalisme qu'ils veulent, au-delà de la simple économie, mais vraiment d'une vision du monde, du futur, de la planète, qu'on va conquérir, bref. Et donc en gros, la deuxième question, après la première question sur le genre, c'est qu'est-ce que vous pensez de la place de la question de la science-fiction, qui a l'air pas seulement cantonnée à la littérature du tout, mais en fait traverser tous les domaines, y compris la pratique de la réflexion, de l'anticipation des États concernant les guerres du futur, les rapports avec l'avenir, mais aussi la philosophie qui a tendance à devenir une philosophie fiction, une philosophie science-fictionnelle, ou encore l'anthropologie. Enfin, en fait, on voit qu'il y a plein de passages comme ça entre ces différents genres. Voilà, j'arrête cette question. Well. Moi, sur les genres, je répondrai à la première question parce que je réfléchirai avec la première question. Les genres, en fait, j'ai jamais vraiment fait attention du tout aux genres. Bon, alors voilà. Bon. Le premier livre que j'ai écrit, L'Excel-usine, c'était cette usine, bon, comme son nom l'indique. Certains ont dit que c'était de la poésie, j'ai jamais pensé que c'était de la poésie. Bon, je suppose que c'est un récit. Bon, voilà, c'est écrit comme ça. Enfin, en tous les cas, ça fait son chemin, mais ça n'a jamais été un problème pour moi. Alors, peut-être on a pensé que c'était de la poésie parce qu'il y a beaucoup de blanc. Moi, j'avais laissé beaucoup de blanc dans mes pages, justement pour que les gens réfléchissent après que qui lisaient, qui tomberaient sur ce livre, il y aurait à la fois du silence et du temps pour penser. Ouais. Bon, c'était une façon assez élémentaire de faire. Et après, j'ai écrit des récits, des romans, du théâtre. À chaque fois, il y avait des questions, parce qu'il faut que ça tienne, cet objet qu'on fabrique, le livre, il faut que ça tienne, que ça ait effectivement, alors là, pour le coup, une forme qui fait qu'on est dedans, ou avec, en tous les cas, plutôt, avec. Mais le genre, ça m'a... Bon... je pense qu'on peut lire du théâtre comme on lit aussi autre chose, hein, par exemple. Bon, c'est-à-dire, c'est très bien de le voir représenté, ce qui pose le problème pour les metteurs en scène ou les acteurs. Mais à part ça, on peut lire du théâtre. Bon, c'est pas un problème particulier.
Sur l'épopée, des scénarios de film. En plus, sur l'épopée, je trouve qu'alors là, le texte de Louisa Yousfi qui reprend l'Iliade, et alors là, une parfaite. Ouais, mais effectivement, il n'y a pas de doute sur le fait qu'elle peut le renverser en toute autre chose. Ah ouais, bien sûr que c'est ça qui est intéressant, de jouer à l'image du barbare, de la renverser elle aussi, mais. Enfin, plutôt au sein oui, jouer des contraintes du genre, mais bon. Peut-être des genres qui sont plus des catégories d'analyse a posteriori que des manières d'écrire ou de faire vraiment de la littérature, tu vois, c'est aussi une manière de dire ah là là, regarde comment je lis bien, je peux te dire que ça c'est plutôt ça, que plutôt ça. Je suis d'accord, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi une invention, enfin des genres dans la littérature, dans l'histoire de la littérature, enfin dans l'histoire de ce qu'on écrit, et que par exemple, Thomas More, quand il écrit son Utopie, il invente un espèce de petit dispositif littéraire tout nouveau, tout étrange comme ça, qui s'inscrit dans un contexte historique, mais qui est après repris, répété par d'autres, sans grande modification par rapport à ce premier bidouillage théorique, enfin littéraire. Et c'est ça que j'appelle, enfin que je veux dire, comment on s'émancipe de la contrainte du genre, c'est que d'une certaine manière, tant que ça reste inconscient ou peu conscient, on rejoue un certain nombre de présupposés qui ont amené, par exemple Thomas More, à trouver ça nécessaire de penser un programme, une sorte de programme politique, mais placé dans un espace de nulle part, pour l'avenir, etc., dans une époque où les moutons mangent les hommes, enfin bref, au moment de tout début du capitalisme, etc. Enfin bref, je veux dire, les genres, c'est pas que des universitaires qui reviennent, non. C'est des petites méthodes qui peuvent être découvertes par les universitaires, mais qui sont inventées aussi par les œuvres elles-mêmes. Et du coup... Oui, bien sûr, mais est-ce qu'aujourd'hui, là, dans tout ce qui sort, pardon, on est en train de... Oui. Je sais pas si... La question est bonne, et... Enfin, je n'ai pas tout compris ta question, comme d'habitude, mais je sais pas trop si aujourd'hui, là, dans ce dont on discute aujourd'hui, enfin, je sais pas si ça se recoupe aussi sérieusement que ce que tu as l'air de penser. Enfin, je sais pas. Après, moi, j'ai écrit aucun livre. Enfin, si les écrivains se sentent obligés de poser au préalable une contrainte de plus, si on n'en avait pas déjà assez, qui est, tiens, je vais écrire un roman de science-fiction, ou je vais écrire, je sais pas quoi, un quatrain en alexandrin rimé... Ou je vais inventer un nouveau genre. C'est leur problème, hein. Je veux dire, moi je sais pas ce que je fais avant de l'avoir fait, donc je me suis jamais posé la question du genre, mais c'est aussi parce que d'une certaine manière je viens de la poésie, mais une poésie qui est sans vers et qui est sans, enfin qu'une poésie d'après Lautréamont, d'après Ducasse et d'après la saison d'enfer de Rimbaud, et là vous voyez après ça, en fait vous faites ce que vous comprenez quoi, hein, y a pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'écrire un roman ou une épopée ou je sais pas quoi. Après sur la science-fiction, puisque c'était aussi une question, j'avais un ami qui est plus là et qui était très jeune en 68, qui s'appelle Philippe Castelin, qui a été poète après performeur, et à un moment pour gagner sa vie au début des années 70, il a écrit de la science-fiction. Et c'était une époque, je pense, qui était sans doute enfin le peu que j'en ai vu, très intéressante, parce que c'était une science-fiction qui était en partie clairement à gauche, quoi, hein, et qui utilisait aussi les procédés venus de l'expérimentation littéraire, en fait, hein, avec des jeux sur la typographie, une langue comme ça, bouleversée, irrégulière, des blancs, comme disait, une espèce de science-fiction à la fois avec une forme de trame narrative mais complètement explosée, quoi. Et ce type de science-fiction-là, je ne pense pas qu'Elon Musk ou l'Elon Musk de l'époque aurait pu la récupérer. Alors la question, mais c'est à eux d'y répondre, hein, des romanciers de science-fiction aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous foutez pour que quelqu'un puisse récupérer ce que vous faites, quoi. Il n'y a pas de... Alors sans doute, il y en a certains qui justement sont pas récupérables, mais ça passe aussi pas seulement par ce qu'on va inventer comme monde ou comme créature bizarre ou comme technologie poussée encore plus que ça l'est aujourd'hui, c'est aussi... je suis désolée de le dire un peu brutalement, il faut rendre la langue imbitable, quoi, quelque part, parce que sinon, de toute façon, ils s'en saisissent
Il y a une facilité à s'en saisir. Et voilà, c'est un peu, je reviens un peu sur toujours les mêmes obsessions, mais les romanciers ou les romancières qui regrettent que leur roman tellement politique et tellement de gauche soit lu dans l'avion par Bruno Le Maire ou Rachida Dati, qui est notre nouvelle ministre de la Culture. Ah, bon, voilà. On ne sait pas. Il y a peut-être un moyen, dans la langue même, hein, pas seulement dans ce qui est raconté, pas seulement dans le contenu, mais dans la langue même, de couper. Je ne dis pas que c'est facile, et je ne dis pas que l'un de mes livres ne sera pas un jour sur la table de comment il s'appelle, de Bernard Arnault, là. C'est à ce moment-là qu'il me file du blé. Mais je ne dis pas ça. Personne n'est infaillible et aucun bouquin n'est infaillible. Mais il y a quand même peut-être des moyens de court-circuiter ça et d'empêcher que cette espèce de récupération tellement... Dans une langue qui leur soit... Ouais, il a relancé, là. Ouais, mais... Ouais. Dans une langue qui leur soit pas trop familière, pas trop accessible, qui ressemble pas à des rapports de management ou à des trucs qui font dans leur truc de prospection, recherche et développement. Mais la récupération va au-delà du rapport de management, je pense. Non, mais des trucs... Non, mais dans toutes les boîtes, il y a des genres de... plus compliqué au classique de la littérature, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Il y a un exemple trop marrant, mais qui est plutôt de la philosophie, c'est Eyal Weizman qui avait écrit À travers les murs à propos de l'armée israélienne, et qui racontait que Deleuze était repris par l'armée israélienne, c'est le concept... Mais pas Derrida. Voilà, pas Derrida, parce que c'était trop compliqué. Exactement, voilà. Alors, pourquoi vous ne reprenez pas Derrida? Ouais, je me souviens de cet exemple. En effet, il est très parlant. Ouais. Et je crois que Mallarmé dit la même chose aussi. Il dit si on dit un truc, enfin, je crois qu'il dit genre la métonymie ou je sais pas quoi, avoir un truc tout plus. Enfin, non, l'obscurité du propos permet, évite aux tyrans de récupérer la. Bon, moi j'ai complètement oublié la phrase. C'est pour ça que c'est obscur, du coup. Voilà. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a aussi le fait que l'obscurité peut être très bien le moyen d'avancer. Être fétichisé. Hein. Ouais. Oui, on déplace, mais c'est normal, c'est compliqué. Non, mais je m'excuse, moi je trouve que c'est pas trop le problème, moi, tout ça. Enfin, je veux dire. Non, je veux dire la récupération. Ouais. Enfin, j'arrive pas à le. Je sais pas, j'arrive, bon là tout de suite pas exactement à le formuler, mais qu'est-ce que tu veux, je sais pas, on récupère un verre d'eau, aussi, ou la table, ou le plastique, ou c'est pas le problème, je sais pas comment dire. C'est une bonne guerre. Là, j'ai l'impression que là on sort de la littérature, on rentre sur des questions de posture, et il y a plein de gens qui vont utiliser la littérature pour rentrer dans des postures. Je me rappelle j'avais entendu une émission autour de justement l'influence de Elon Musk et de la science-fiction, et il y a plein de gens qui disaient il avait mal lu les auteurs dont il se référençait, qui étaient des auteurs qui annonçaient des catastrophes plutôt d'un point de vue à regarder le capitalisme comme ça va nous mettre dans des situations très très compliquées et horribles, et Elon Musk les prend, voilà, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Mal, mais par contre, elle l'utiliser comme une posture pour. Et comme il y a plein de politiques qui vont citer des grands poètes, par posture, il y a un peu cette question-là. Je trouve que tu as raison, mais en même temps, je suis pas super d'accord avec l'idée qu'il n'y a qu'une histoire de posture. Par exemple, au pire, peut-être qu'il lit mal au sens où il ne voit pas l'aspect normatif, où il récuse l'aspect normatif ou moral ou progressiste, et il emprunte, par exemple, s'il y a un méchant, il incarnerait le méchant, quoi. Mais ce qui me paraît plus profond comme rapport, c'est, en fait, ça irrigue quand même au moins son imaginaire. Par exemple, la culture de machin, c'est vraiment une culture, c'est une civilisation quasi ultra-libertarienne, sur plusieurs planètes, etc. C'est pas uniquement des mauvaises lectures, ça peut être des lectures, peut-être il y a des bonnes lectures, mais j'ai l'impression que ça architecture en quelque sorte la manière qu'ils ont d'imaginer ce qu'ils voudraient du monde, même s'ils ne peuvent pas forcément le réaliser.
Et en fait, eux, justement, des gens comme Elon Musk, c'est des gens qui ont suffisamment d'argent pour au moins avancer leur pion. Bon, bref. Mais voilà. Mais après, c'est pas. Mais... Du coup, il y a vraiment une fonction onirique de la littérature qui peut. Je pense qu'il faut faire attention, en effet. C'est une forme de confiscation. Ils sont en train vraiment de confisquer aussi. Entendons-nous bien, on a de telles capacités d'invention et de tout ce qu'on veut qu'on ne court aucun risque. Mais enfin, quand même, ils confisquent au fur et à mesure, en les retournant complètement, ce qui produit cette espèce aussi de. Ce qui contribue à produire cette espèce de confusion. Voilà, orwellienne comme on dit, ou donc en effet, je pense qu'il faut faire en ce moment un peu attention à ce type de confiscation et de réutilisation à tous azimuts de ce qui peut venir aussi de nous, de notre côté, quoi. Mais après, comme pour se venger, est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer de la façon dont ils s'inspirent de la littérature? Est-ce qu'ils n'ont pas capté une façon de s'inspirer de la littérature qui pourrait nous être utile, quoi? Vas-y, donne un exemple alors, parce que là... Bah justement, je ne l'ai pas. Si je l'avais, je serais un anti-Elon Musk formidable. Non mais tu vois, est-ce qu'ils n'ont pas justement désacralisé un truc Est-ce qu'ils se disent pas tout le temps, ah ouais, la bingo, putain. Effectivement, ils ont peut-être les moyens, mais est-ce qu'ils se disent pas plus facilement bingo avec la littérature que nous? Que nous, quoi. Justement, c'est marrant parce que c'est un peu, ça fait partie du truc de tous les bouquins qui sortent sur littérature et politique, j'ai l'impression. C'est comme si on se demandait un peu, mais comment est-ce qu'on peut s'en servir de la littérature? Ouais, mais là, on est sur l'idée vraiment de quel type d'utopie on crée ou de dystopie. On est vraiment sur aussi une dimension très narrative. Mais ils ne créent pas une utopie ni une dystopie. Oui, ouais, mais est-ce que ça se situe là ou est-ce que si on parle de la langue je fais ça comme ça. Oui, peut-être qu'il y a un truc, est-ce qu'il n'y en a pas là-dedans qui croit un peu plus à la littérature que nous? Genre Bruno Le Maire qui écrit un roman. Tu vois, moi je me demande si Bruno Le Maire, il est... Pourquoi il écrit un roman? Il n'y a pas besoin de ça. Donc il y a quand même une espèce de foi quand même, tu vois. Une autre façon. Zoé, qu'est-ce que t'en penses? On a rencontré Bruno Le Maire avec Zoé. Elle a eu son œuvre. Donc tu connais son œuvre littéraire? Oui, très bien. Je peux vous citer des passages si vous voulez. Ah, mais... Sur les yeux bleus, ses yeux, je me plongeais dans ses yeux comme un lac accablé de soleil. Lac accablé? Un lac accablé de soleil, les yeux bleus à cieux d'Emmanuel Macron. Des Macron, c'est pas les yeux de Macron, non? Oui. C'est audacieux. Ou percer à la surface quelques éclairs. Mais moi j'avais une question par rapport à la littérature. C'est beau, c'est la première citation de la soirée, n'empêche. Il est fort. Ce qui rejoint un petit peu ces idées de confiscation, etc. Mais c'était une question par rapport à la question du temps. Et parce que par exemple là on parlait je sais pas de Derrida, de Mallarmé qui aujourd'hui sont devenus des classiques et qui sont sur les tables des grands hommes de pouvoir, mais je veux dire qu'est-ce que le rapport entre littérature et politique implique de la question du temps et d'être politique aujourd'hui et de ne pas forcément se soucier du fait que peut-être est-ce qu'un ouvrage qui est politique aujourd'hui c'est un problème qui devienne un classique dans 10 ans ou dans 20 ans et qu'est-ce qu'il y a comme action directe, en quelque sorte, de la littérature je ne sais pas si c'est très clair, mais si, par c'est rapport clair. Mais, alors, même c'est assez frontal comme question. Est-ce que lire un livre, ça va produire tout de suite, en gros, c'est ça, une action? En vue d'une efficacité. Ça, on voit déjà que c'est-à-dire peut-être une action d'une personne qui l'a lu, qui ira mettre un tag quelque part ou manifester, mais je veux dire c'est l'action directe peut-être pas la question, mais... Comment? C'est peut-être pas si important, mais... C'est pas que c'est pas important, c'est très important. C'est une action restreinte ou une action directe, c'est ça? Comment? Est-ce que c'est une action restreinte ou une action directe? C'est une question, j'ai pas la réponse. Oui. Est-ce que c'est une action... Les deux. Oui, c'est-à-dire, je sais pas, il me semble qu'un livre, si c'est, alors, je vais dire un bon livre,
produit une action sur la personne qui le lit, déjà, ça c'est sûr. Enfin, il me semble que, disons, et un écrivain, il me semble aussi, a envie de modifier le lecteur, d'une certaine façon. Mais alors, comment ça se goupille, comment ça s'articule avec une action politique nécessaire à un moment donné, that is the question. Bon, je crois que c'est pas justement comme ça, hein, c'est pas comme ça, bon, aussi direct. Mais qu'il y ait de l'action, qu'il y ait de la modification, qu'on sait ça qu'on veut, etc., oui. Comment non? Enfin, il me semble. Hein. Moi, Leslie, je te prends la volée, parce que yes. tu as beaucoup parlé du livre, de la forme livre, etc. Bon, sur quoi je pense ici tout le monde s'entendra. Mais en même temps, toi qui as donc écrit des livres, cet objet, etc., tu fais aussi des interventions sur Internet. Des interventions plus rapides, plus spontanées. Tu parles de la dernière là, de la dernière et d'autres antérieures qu'on a notamment très régulièrement reproduits dans Lundi Matin. Et donc, on voit bien que là, d'un seul coup, je te pose la question, parce que toi, tu as évidemment vécu la période du tout livre, et tu vis la période du quasiment tout Internet aujourd'hui. Mais donc, tu sacralises pas tant que ça le livre, parce que tu sens bien à des moments qu'il y a une nécessité d'intervenir très rapidement que Internet procure, et donc tu l'utilises. Et donc ma question, je sais pas si c'est vraiment une question, mais c'est comment est-ce que tu vois évoluer ce rapport entre cet objet du livre qu'on voit, tu disais tout à l'heure, avec des grands blancs où on a le temps de réfléchir, etc., et l'espèce de surabondance d'informations où pour autant tu penses, à mon avis absolument à raison, que ça vaut le coup à des moments de venir percer là-dedans pour dire des choses justes. Mais écoute, quand même, on marche sur deux pieds. À part ça, on peut avoir quand même, je veux dire, il n'y a pas de raison de, de se limiter, soit rien que le livre, soit rien que des interventions. Enfin, je veux dire, c'est évident pour moi que le livre, c'est un truc quand même génial qui a été inventé. On peut se trimballer avec ça, on peut le mettre dans la poche, on peut faire plein de trucs. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, ce petit compagnon. Bon, à part ça, Internet, c'est quand même absolument bien aussi. Je veux dire, écoute, il y a un certain temps, les gens disaient « Ah oui, mais le cinéma et le livre ». Bon, bah oui, il y a le cinéma et il y a les livres, ou il y a les livres et il y a le cinéma. Bon, pourquoi? Je veux dire, pour moi, il n'y a vraiment pas de je ne vois pas pourquoi il y aurait une contradiction à ça. Les médiums s'additionnent. C'est pas parce qu'il y en a un qui arrive qu'il élimine les autres, ça s'additionne. Oui, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand Leslie t'écrit sur Internet, alors que parce que si on te suit de ce que tu dis tout à l'heure, quand on écrit un livre, c'est quelque chose de posé, qu'on garde dans le temps, qui se prépare. Un livre, quoi. On voit tous bien ce que c'est, etc. Sur Internet, c'est un flux. Et pour autant, quand tu écris sur Internet, tu n'écris pas un tract. T'écris de la littérature aussi, tout autant. Bah écoute, peut-être, mais enfin le texte que j'ai fait sur les questions adressées à des gens qui trouvent qu'ils ne sont pas comme nous, etc., etc. Bon, oui, en un sens, c'est un peu... Mais je sais pas si c'est... Oui, c'est de la littérature, si tu veux. Oui, bon. Mais c'est pas un tract, c'est pas un tract militant. Non, d'accord, c'est pas on a rendez-vous tel jour, tel machin. Mais... Enfin, en tous les cas, je pense, enfin, moi, je trouve que ça vaut le coup de continuer d'écrire des livres et ça vaut absolument le coup d'intervenir comme ça sur Internet. Oui, mais absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, mais quand tu vas sur Internet, ce que j'essaie de dire, c'est que la forme littéraire est dans le fond plus contenue dans la forme livre, parce que de fait, quand tu interviens sur Internet, tu y amènes toute la littérature, enfin tout le sensible, etc. Oui, mais je pense aussi, alors là pour le coup, que quand même sur Internet, en tous les cas, moi j'ai du mal à lire plus de... Enfin je veux dire, je lis pas un livre sur Internet, bon, voilà. Même si je sais que ça existe, il y a des e-books, etc. Bon. Je trouve ça beaucoup mieux de faire des textes courts sur Internet, ou en tous les cas... Bon, mais je sens que c'est pas exactement... De fait, point de vue technique, en tant qu'imprimeur,
Ouais, non, j'ai conducteur offset. En fait, le truc est assez impressionnant par rapport à l'objet livre, c'est que le cinéma a vraiment subi une énorme crise avec Internet et l'accessibilité, Netflix, etc. La musique, pareil, avec toutes les plateformes en ligne. Le livre, tout le monde a annoncé la disparition du livre, et en fait, non, le livre tient en fait. Tu peux pas tient bien. Il n'y a que les dictionnaires qui ont disparu, c'est vrai. Mais sinon, les livres tiennent en fait, sont toujours là. Par contre, il y a une explosion de l'offre en fait. Il y a beaucoup plus de différents livres aujourd'hui qu'avant. Mais les livres, l'objet livre est un objet en fait qui est pas du tout remplacé aujourd'hui par le numérique, et ça. Les formes, en tout cas, d'écriture s'additionnent. Elles s'annulent pas, quoi. Et on les offre pas qu'à Noël. Non, c'est... Après, une énorme demande de... Enfin, l'objet livre est quelque chose qui circule énormément encore maintenant. Et voilà, après, comme tout le monde, ça s'accumule sur les tables de chevet. Et puis et puis il y a des gens qui veulent avoir des belles bibliothèques chez eux, mais sinon, les objets restent importants pour les gens, quoi. Non, et c'est marrant parce que c'est presque bien fait pour les dictionnaires. Parce que je crois que le prix unique, il est arrivé en partie, mais je dis peut-être une bêtise, de toute façon tout le monde pourra vérifier vu qu'on regardera ça sur internet, un des trucs qui a poussé au prix unique, c'est qu'en fait les gens, ils achetaient les dictionnaires qui étaient vraiment... la différence de prix qu'il y avait entre un livre qu'on achetait en librairie et un livre qu'on achetait dans un supermarché, elle n'était pas si grande que ça justifiait d'aller tout le temps au prix unique acheter son livre. En revanche, c'était la différence du prix pour les dictionnaires qui était énorme. Ah oui. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est presque bien fait pour les dictionnaires. Mais est-ce que c'est pas tout simplement parce que quand même le dictionnaire, tu cherches un mot. Tu lis pas tout le dictionnaire. C'est vrai. On est toujours un peu fasciné par les histoires de ces enfants qui lisent tous les dictionnaires. Ça fait une semaine que je t'ai acheté ton dictionnaire et que t'as regardé que 4 mots. Il y a une question que je me posais qui me concerne un peu toutes les deux, mais alors je fais un saut vers des questions qu'on a abordées peut-être un peu rapidement au début, sur la question de la langue, enfin des questions toujours compliquées, parce que là on parle de l'objet, on a parlé de l'histoire, des thèmes, et cette question de la langue, et si quand même de la transparence de la langue, hein, de cette question de résister par une non-transparence, et là, c'est lié aussi à un motif. En fait, c'est la question de la révolution, mais du mot révolution, de l'idée révolution, comme ça. Dans l'un et l'autre de vos livres qui semblent, en fait, je pense à Mathias et la Révolution, je pense à ce que vous dites dans Tomate et aussi finalement dans tout va bien se passer, cette idée que la révolution comme motif, comme ça, comme rêve du 18e, le truc frontal, direct, politique, quoi, étiqueté, tout ce qui a plus attendu, vous l'utilisez quand même, l'une comme l'autre, après différemment, et en même temps, alors là c'est plus ce que vous dites Nathalie, mais l'idée que c'est justement, on peut plus écrire la révolution dans cette langue du 18e, enfin c'est un peu ça quand même. Oui, c'est ce que j'ai dans tout. C'est cette langue, voilà, qui est la langue oratoire, qui est la langue... Et je me dis que le grand style, voilà. Et en même temps, vous les convoquez, ces motifs, vous faites avec, quoi, contre et avec, ces grands motifs politiques qui sont un peu centraux, mais pas dans cette langue, mais en faisant avec quand même. Pourquoi convoquer même la figure d'une, comment dire, d'une peintre du 18e, révolutionnaire, avec cette idée quand même qu'on joue avec ces motifs politiques, traditionnel, classique, et c'est peut-être une autre question effectivement de dire c'est pas dans cette langue-là, mais c'est quand même la faire, je sais pas comment dire, s'y frotter, la convoquer. Oui, comme tout le monde, j'allais dire. Ouais. Non, tout le monde essaye de s'y frotter, tout le monde. On en a besoin quand même, c'est ça que je veux dire au fond. Oui, bien sûr, évidemment, mais c'est... Oh, putain, c'est trop long là, on va y passer 1 heure sur la Révolution. Bah ouais, moi ça m'interroge quand même, de fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut encore en faire? Je vais passer la parole à Leslie qui a écrit un superbe texte sur la Révolution. Après, je réfléchis 2 secondes et après j'y reviens. Et en même temps, c'est plein d'ambiance, Mathias, c'est autre chose. Non, disons, Mathias, c'est vraiment très délibérément un livre de fiction, puisque c'est imaginer une journée où dans Paris,
tout le monde parle de la Révolution française. Tiens, c'est la Révolution. Avec le grand R. Un grand R. Et donc, tout le monde, que ce soit de jeunes femmes prostituées, de mères avec leurs enfants, il y a aussi des hommes. Bon, et c'est pas les mêmes pour tout le monde. C'est ça aussi, c'est un objet de discours. Justement. C'est là, tout le monde s'interroge, etc. Bon, comment, quoi, etc. Et le fait est que ça m'est venu, j'ai trouvé ça vraiment plaisant d'imaginer une journée, et en plus c'est lundi 20 mai qui est dans la Révolution française, un jour particulier, que tout le monde se mettrait à parler, à penser de ça. Bon, alors je crois que c'est évidemment une façon quand même aussi de reconvoquer dans l'imaginaire du lecteur potentiel. Qu'est-ce que c'est que ça, liberté, égalité, fraternité, de quoi parle-t-on ? Et comment faire avec ce truc massif ? Finalement, là, c'est en faisant une absentia, quoi. Elle n'est pas là, elle est hors champ, elle n'est pas dans le... Oui, tout à fait. Et parce qu'en fait, c'est un peu ça l'idée, c'est que si on fait avec elle en plein, c'est quand même difficile de pas faire du classique, de la langue, essayer de lier le motif et la langue, mais... Je crois que... oui, enfin, c'est-à-dire que là, d'ailleurs, Saint-Just est souvent cité, Robespierre aussi. Il y a toutes les grandes figures. Et Danton, et ça rappelle un peu ça. Bon, c'est un peu... Mais pour le raviver, pour que ça ne devienne pas... on n'est pas obligé de faire sonner le grelot pour que ça soit plus présent. C'est plutôt le... Mais je ne dis pas que c'est pour le raviver, mais c'est de faire le choix et en même temps faire avec, ce qui est lourd aussi, au fond. En fait, c'est vraiment histoire de, tout d'un coup, le temps du livre et le temps de la journée, donc tout le monde se remette à penser, ah oui, oui, Saint-Just, il a dit, le bonheur est une idée neuve en Europe, qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque, et maintenant, évidemment, etc. Bon, enfin, ce genre de choses. Il faut la reposer aujourd'hui, sans mimétisme en fait, parce que le livre de Vuillard, on se laisse entraîner, etc. Mais il y a une forme quand même de rappel, quoi, comment dire, il siffle aussi dans la langue, quelque chose de l'ordre justement de l'épique ou je pense pas que ce soit obligé. Alors dans Tout va bien se passer, qui est le dernier livre là qui est sorti chez POL, que j'ai il y a quelques mois. La figure, une personne de la Révolution apparaît, mais elle apparaît aujourd'hui, en plein 21e, et puis elle est complètement paumée, puisqu'évidemment elle vient de la fin du 18e, et qu'elle arrive quand même à un moment où on était à l'Élysée avec un ministre qui n'avait ni bras ni jambes, qui se faisait épiler le torse par son secrétaire de cabinet, donc ça commence un peu, de manière... direct, mais épilatoire. Voilà. Parce que c'est à un moment où je me suis dit, c'est ça aussi l'idée de rappeler cette fille de cette époque-là, lointaine, c'est, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On a juste envie de leur faire du mal. Donc, comme c'est... S'en prendre à leur corps. De s'en prendre directement. Poil, évidemment, c'est avec des pincettes. Mais enfin, une pince à épiler qui sont plutôt... Pincettes à épiler. Elle débarque, elle conduit comme ça... Et ça se passe tout dans les beaux quartiers, et donc on va de l'Élysée à Chaillot, parce qu'en fait ils avaient squatté à Chaillot à l'époque, c'est une sorte ils appelaient ça une secte, mais en fait c'était des étudiants du peintre David qui avaient été expulsés de l'atelier parce qu'ils trouvaient David pas suffisamment radical, et donc ils étaient allés squatter un ancien couvent en ruine et s'étaient installés là, et c'était déjà une forme d'arme. On dirait aujourd'hui conceptuel, ou en tout cas de quelque chose qui se passait plutôt dans la conception, parce qu'ils ont détruit quasi toutes leurs œuvres au bout d'un moment. Enfin, c'était vraiment une espèce d'une préfiguration d'un groupe d'avant-garde qui a réellement existé, qui se faisait appeler les méditatifs ou les pensifs. Et donc cette fille-là, comme le Orlando de Virginia Woolf revient de son époque lointaine, et puis après, elle est là au 21e, et la dernière partie du livre, on revient avec elle à l'Élysée, et là, il y a une forme de révolution, mais de révolution qui se finit sur les chiottes pour le fameux ministre. En fait, donc ce livre-là, c'est aussi une espèce de tentative de saisie d'aujourd'hui, de la période. La période, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Alors, il y a une sorte de convocation de la révolution, si on peut dire comme ça, quoi. Et encore, elle n'est pas spécialement révolutionnaire, parce qu'on passe le temps à faire les boutiques avec elle.
du boutique pourrie puisque c'est dans le 16e et qu'il n'y a rien et qu'on peut même pas manger, mais qu'on ferait mieux d'être en Belgique. Enfin, il y a un truc, il y a une manipulation qui fait que finalement la France devient la Belgique parce qu'elles ont envie de manger des frites ou je sais plus ce que c'est. Donc c'est quand même ça. Il y a une forme de retour un peu sur terre quoi, de tout ça. Et puis ça se finit, encore une fois, par l'atteinte au corps enfin, un peu plus qu'une grosse gastro, quoi. Parce que voilà, l'idée c'est ça. Et alors après, si le livre a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire donner de l'énergie, donner une forme d'excitation drôle, quoi. Oui, là en effet, je sais pas, le livre ouvre sur, vous pouvez aller faire chier le ministre, littéralement, pourquoi pas, ou inventer d'autres choses. Ce livre-là, c'est ça, c'est juste, il y a une espèce de dynamique, une énergie, un parcours dans certains quartiers par d'autres. Maintenant, je sais pas, allez-y si vous voulez, si vous pouvez. Mais en même temps, ils vont pas attendre le livre parce qu'ils l'ont... Les Gilets jaunes étaient là avant. Bon, la littérature est pas... Je pense pas qu'elle soit jamais en avance. Elle est en retard. C'est souvent. Et so what, c'est pas grave. C'est pas grave.